l'évolution du SIAC, enfin, qu'on appellera peut-être musée de la Beuverie, je ne sais pas. Elle se fait de la beuverie, de la beuverie. Musée de la Beuverie, c'est pas mal. Musée de la Beuverie, ce serait pas mal. Ouais. Mais Mambo serait pas mal non plus. Musée d'art moderne de la Beuverie. Le Mambo, ce serait pas mal, ça. Pourquoi pas. Non, mais ta question, si c'est sur le contenu, la question, c'est comment se situe l'évolution des travaux. Tout est parfait, on est dans les temps, le musée va... On est exactement dans le budget à l'euro près, et on est dans les temps aussi. Donc nous livrerons le bâtiment fin août, ouais. Grâce à l'énergie du cabinet PhD, Paul Hauteclerc, avec son associé Dumont. Qui mettent des milliers d'heures, si j'ai bien compris. Plus, des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers, puisque donc, tout est parfait dans le scénario du... C'est pas simple, attends, c'est jamais simple. Ouais. Mais quelle a été la complexité de cette nouvelle forme je vais vous dire. C'était la simplicité. Ouais. Non mais attendez, la complexité. Déjà dans un bâtiment neuf, il y a plein de parties cachées, d'ombre, qui se découvre au prorata de l'exécution. Mais là, on a une partie historique. On a des infrastructures dessous, des sous-sols. Il y a une partie neuve. Il n'y a pas d'extension de délai et pas d'extension du budget. C'est miraculeux. Je peux vous le dire, c'est miraculeux, c'est même anormal. Parce que quand vous travaillez dans un bâtiment historique, c'est pas très bien, on n'a pas des sondages de tout. On découvre des difficultés. Bon. Et les infras, quand même, on a creusé le sous-sol, on a découvert de l'amiante. Il y a eu des travaux supplémentaires, et les travaux supplémentaires de l'amiante ont été déduits d'autres prestations pour rendre le budget équilibré. Ça relève du miracle. Il est descendu de combien, là 80 cm. 80 cm. Donc on peut se tenir debout, on a une belle hauteur. On a une belle hauteur. Ah bah oui, on a combien de On était à 3,60, on est à 4,20 m. 4 mètres dans le sous-sol. Ah oui, ce qui est pas mal. 40 et 4 mètres. Donc pratiquement la superficie est doublée, quoi. Tout à fait. Non, pour un Plus budget. les extérieurs, les bassins. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous n'en avez pas parlé hier lors de votre Je fais toujours conférence. ça, parce que je fais une conférence, je ne parle dans une ville où je construis, Ouais. je ne présente pas les projets, parce que je ne suis pas là pour faire de la propagande, et je pense que c'est aux gens de découvrir ce projet que je signe avec PhD aussi, quand même, il faut le dire. Je ne suis pas seul porteur, parce que Paul Hauteclerc, qui est un vicomte absolument aristocrate dans ses postures, j'ai beaucoup fait l'éloge de Rudy Ricciotti, etc. Mais enfin, il est charmant, mais moi je préfère aussi l'éloge de Paul Hauteclerc dans sa compréhension de ce qu'est une matière historique, un patrimoine de Finalement, c'est le bâtiment le plus facile que vous ayez eu à concevoir. Parce que tout est pratiquement resté... facile, vous voulez dire oui, difficile, vous voulez dire. Mais facile, disons... Bon, vous gardez le contexte de la construction et vous intervenez au niveau d'une... La première difficulté, si je peux m'exprimer, la première difficulté, c'est qu'on est les seuls qui maintenaient le bâtiment tel qu'il est. Voilà, oui. On est les seuls lors du concours. On prend pas en otage le dispositif. Parce que le concours international, c'était nous voulons des architectes internationaux pour une réponse internationale, ce qui veut dire transitivement du bling-bling, une prise en otage, les pieds sur la table. Non, mais c'est hallucinant. C'est la névrose anglo-saxonne caractéristique. Internationalité appelle bling-bling, appelle globalisation, appelle vulgarité. C'est inouï, tu vois. Et nous l'avons refusé. Et on a pris, après avoir refusé de prendre en otage ce bâtiment et d'intervenir avec beaucoup de délicatesse incisive et radicale, c'est-à-dire que le bâtiment, on a décloisonné le bâtiment existant. On y a redonné sa double lisibilité axiale, longitudinale et transversale. Ça n'était pas à l'origine. C'était massacré ce bâtiment. Puis le sous-sol, on fait de même. On crée des transparences, des transversalités, une belle fonctionnalité. On a créé aussi l'extension que vous pouvez aller visiter. Vous appelez Pascal Dumont ou son associé. Vous allez voir les belles colonnes en béton intérieures dans la salle. C'est un spectacle, ça va être une échelle qui va documenter différemment le musée, notamment par rapport aux riverains qui sont de l'autre côté de la déviation de la Meuse, qui est un quartier plus populaire que côté Meuse, qui seront aussi concernés parce que la vision qu'ils auront sur le musée, ça va être un énorme écran, une énorme transparence sur ce bâtiment, qui avant
n'opérer, ne proposer qu'une façade totalement opaque. Donc c'est des yeux, des grands yeux qui s'ouvrent vers le côté de la déviation de la Meuse. Imaginons que vous soyez le premier commissaire curateur de la première expo du SIAC, c'est possible. Qu'est-ce que vous engageriez comme thématique Imaginons. J'ai entendu que déjà la première expo du SIAC, c'est la magnifique collection du grand-père d'Ensenka, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de Je ne connais pas la collection, mais je suis sûr que c'est exceptionnel. Qui la connaît? Je repose la question. Si vous étiez commissaire d'une exposition, qu'est-ce que vous engageriez comme débat, comme... Moi, vous savez, je ferai une exposition sur les travaux pour montrer ce qui se passe, comment on aboutit à la transformation d'un ouvrage avec autant de courtoisie, d'amabilité, de refus de prise d'otage, de discrétion, d'absence de violence sémantique, pour montrer la totalité documentaire qui soutient un ouvrage comme ça, c'est-à-dire des milliers de documents, de visas, de comptes rendus, de réunions, de plans, avec les photos des gens qui ont opéré, tout ça, des images sur le chantier. Je voudrais qu'au moins une fois, le citoyen se rende compte. Qu'on montre les archives. Qu'on montre la mémoire qui procède à la construction d'un ouvrage. Pourquoi? Pour qu'on se rende bien compte, une bonne fois pour toutes, que l'argent issu de la fiscalité du travail, au travers de la culture du bâtiment, du récit constructif, retourne au monde du travail et qu'il y a là une nature et que finalement la discipline constructive est une clé de redistribution des richesses. Voilà. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. C'est quand même mieux que de foutre son pognon sur des circuits financiers étrangers ou sur des supports financiers volatiles qui se baladent dans les champs spéculatifs hors la vue du travail. Voilà. Et je trouve ça réjouissant, et c'est bien la marque d'un pays intelligent, d'une démocratie qui croit encore, en elle-même. Ce serait pas mal. Parce que quand je lis dans la presse, tout partout en France, souvent, dès qu'il y a un bâtiment public, on te dit « Ah, l'argent foutu en l'air, l'argent foutu en l'air ». Tenez quoi l'argent foutu en l'air? Tellement quand c'est dépensé dans l'économie du bâtiment, c'est totalement territorialisé. Hein. Ça repart pas en Chine, en Inde ou dans les paradis fiscaux. Donc vous sauvegarderiez cette thématique qui est liée à la restauration et non à la destruction. Hein. La modernité, comme vous dites, c'est toujours un axe vers détruire pour recommencer à zéro. Là, on ne recommence pas à zéro, on reprend, on restaure pas la rupture, et on repart. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. On est dans la logique de la poursuite d'un rêve constructif. Voilà. Et hier, on a eu une très jolie discussion avec Paul Autoclair. On avait des échantillons de couleurs de menuiserie. Et je vois un bleu. Et alors, évidemment, Paul Autoclair a une légitimité, il a architecte des monuments historiques. Et Pascal Dumont se met en retrait volontairement en disant ça, moi je laisse. Et moi je lui dis, écoute, oui, d'accord, mais pourquoi ce bleu? Il me dit, mais parce que c'est le bleu existant, c'est exactement le bleu existant des menuiseries. Et puis je lui dis, bon, soit, mais c'est pas très élégant quand même. Ce bleu, c'est un bleu comme notre pull, presque le même. C'est pas très raffiné. Par rapport au mur blanc, ça va pas faire. Merci. Non, mais c'est pas très raffiné par rapport à la nécessité d'avoir des murs blancs pour accrocher les œuvres, etc. Et finalement, je dis, mettons plutôt un gris clair, tout ça. Et bien, à bout d'argument, Paul Autoclair me dit, mais de toute façon, c'est pas la couleur d'origine, c'est la couleur de la repeinture des années 50. Ah, enfin, nous y voilà. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y avait sous la repeinture des années 50? Mais il y avait un gris, justement. Donc, vous voyez les discussions qu'on peut avoir, mais ça, c'est. Mais facile, donc une partie archivage qui démontre un peu la nature historique de l'évolution. Pensons un peu à l'art contemporain, vous êtes un grand collectionneur. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, imaginons, vous ayez la possibilité de montrer un peu de l'art contemporain. Des sculptures 19e. Oui, je disais pas, vous savez, sous la partie extension, on arrive dessous pour livrer les sous-sols, comme ça. Alors là, on va avoir une dalle. Je proposais qu'on fasse une grosse dalle sous l'extension pour y installer des sculptures. Notamment des sculptures très humbles, celles du 19e tardif, celles de cet art qu'on garde dans les caisses, dans les sous-sols, voilà, ou qu'on n'ose pas exposer. Et je lui ai expliqué au maire, au bourgmestre, ça. Et à son adjoint à la culture, ce serait formidable que vous ressortiez ces sculptures, vous
vous les mettiez sous le bâtiment, visible depuis la déviation de la Meuse, avec un éclairage nocturne. Ce serait pas mal, ça. Mais oui, c'est-à-dire, c'était partie modeste, tu vois, qui renvoie à la Pas mémoire. d'art contemporain, alors. Retour au classique. Ah, mais sans hésiter. Non, mais l'idée, c'est de ne pas être non plus de manière outrancière phagocyté par l'art contemporain. Je veux dire, ça va. Nous, on n'en a pas eu besoin, nous, architectes, pour exister, de tabasser ce bâtiment 1905. On l'a pas tabassé. On a fait l'arrêt de côté, but de sauver des eaux, tu vois. On a passé le peigne dans les cheveux. On a été gentil avec lui, tu vois. Il n'y a pas mis un coup de boule. Bon, après, ça, c'est souvent un problème de névropathie chez les architectes. Ils ont besoin, tu vois, de montrer qu'ils sont virils. Tu vois. Ils ont montré qu'ils sont des hommes. Donc, je pense que c'est mieux de montrer la nuit que le jour, tu vois, que c'est un mec. Hein. C'est pas la même Ça m'étonne quand même, votre discours, parce que je pensais que vous alliez carrément me dire, montrer la réalité des artistes locaux. Bon, il y a des artistes qui boulottent, qui sont complètement éteints. Cette possibilité. Ah, Moi, vous n'avez pas écarté. Ah non, attendez, mais alors là, il faut venir chercher la réponse, effectivement. Moi, je trouve que ça serait vachement bien de faire travailler des artistes locaux. Oui, bien sûr. Je pense que ça prend une épaisseur politique. Dans une période où la globalisation finit par sentir la puanteur et l'odeur du rat mouillé éventré sur les quais de la Meuse, je trouve que l'expo des artistes dits locaux, je trouve ça héroïque et romantique. Ouais, même romantique. Ça veut dire quoi? Local. Non, mais comme si la dimension locale était suspecte. Ça suffit, maintenant. Ça suffit. On nous a fait le coup avec la capitale européenne de la culture à Marseille. Vous vous rendez compte, Marseille, c'est la ville où il y a le plus d'artistes résidents en France. Les types, c'est les bourringues de cet événement, les fonctionnaires de la culture qui avaient tous des salaires hallucinants, supérieurs à vos 2 salaires réunis. C'était en gros dans les 8000, ils avaient des salaires à 8000, 9000, jusqu'à 15 000, enfin c'est dément, hein. Puis des CDD, alors qu'ils étaient un contrat à durée déterminée, ils se sont tous fait des CDI pour pouvoir toucher le jackpot à la sortie, hein, quand même. Bon. Qui écrivent dans la presse, oui, mais Marseille est faible en art plastique. Lu dans un magazine. Le problème de Marseille, c'est que c'est une ville qui est faible en art plastique. Ça, c'est un. Qu'est-ce qu'il connaît? Mais il est fou, attends. Marseille était le centre de la vie artistique française pendant 30 ans, dans les années de Roger Pellas, que s'appelle. Oui, non, mais c'est exactement le même problème liégeois. Après, sur le rock, je rencontre un mec qui vient de débarquer et qui me dit, ah ben Marseille, on va organiser, dans le cadre de l'année de la capitale de la culture, on va organiser du hip-hop. Je lui dis, mais pourquoi du hip-hop? Il me dit, parce que c'est ça, Marseille. Je dis, non, ça c'est ta vision exotique de Marseille, passe par le hip-hop parce qu'il y a une population maghrébine. Je te dis que Marseille, c'est une scène de rock. Tu ne peux rien entendre. Il n'y a pas peut-être un groupe de hip-hop de quartier. Excusez-moi, c'est pas l'identité de Marseille. Il m'aurait dit encore Ayam, Massilia, Sound System, des gens comme ça, je les connais, qui sont géniaux d'ailleurs. Mais même pas ça. Il ne veut pas rien entendre. Ben voilà une occasion à Liège d'apporter quelques artistes de Marseille, de les mixer avec des artistes de Liège. Hein? Bien sûr, ce serait une opportunité, pourquoi pas, s'occuper des régions et pas du global. Oui, mais tu sais, un jour, pendant l'année de la culture, il y a France Culture qui m'appelle, qui me dit on fait une réunion à Marseille, on délocalise France Culture, la radio, et on fait une émission dans le bar, sur le port, je ne sais plus lequel. On veut la faire avec vous, choisissez vos invités. Alors je leur donne des noms et des téléphones. Je leur donne Julien Blaine, poète, Emmanuel Loy, écrivain, fouteur de merde, Gérard Tracandi, peintre, André Jolivet, architecte, président de la maison d'architecture, qui était un type qui était élu, qui avait mis le drapeau rouge, enfin élu pour l'ordre. Que des gens qui ont du coffre. Mais Attends, arrive le jour, ah monsieur Rissotti, on revient vers vous, ça y est, c'est mercredi prochain. À telle heure, notre émission, vous avez noté la date? Je dis oui. Je dis, vous avez fait venir, vous les avez prévenus, tous les gens que je vous avais dit, mes invités. Ah non, on a changé d'idée, je dis, vous avez pris cul. Ah ben on a pris le directeur des affaires culturelles de la ville de Marseille, on a pris le conseiller à la culture de la direction régionale des affaires culturelles, du ministère de la Culture, on a pris le directeur des friches, on a pris des fonctionnaires de la culture. Intéressant quand même. Je dis, ben moi je viens pas à votre truc. Je suis pas allé. Bon, non, quand même. Et cette idée d'être dans une... Oui, il faut être absolument identitaire et local. Voilà. C'est pas une forme de restriction anale. C'est une forme d'engagement romantique. Voilà. Ni démagogique, surtout pas. Je
Je ne peux pas entendre un mot comme ça. C'est inacceptable.